Donc j'appelle pour l'atelier Quel levier pour faire de l'agriculture biologique le modèle de production de demain, Christian Huyghe, président du groupe de travail Biocontrôle à l'INRAE, Aurélie Catalo, directrice agriculture de France de l'IDRI, Olivier Chaloche, céréalier bio dans le Loiret et membre du bureau de la FNABL, et Sophie Tabary, éleveuse, présidente de Bio en Hauts-de-France, et puis Daniel Salmon pour animer cette table ronde. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Merci à mon président Guillaume Gontard qui a fait l'introduction et à Philippe Camburet également sur ces présentations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Juste en quelques mots, effectivement, nous venons de connaître au Sénat un tunnel de loi agricole dont la plupart allaient pas du tout dans le bon sens, on peut le dire. La bio est à un moment difficile, on l'a entendu, mais le choix de faire ce colloque, c'est bien de montrer que, eh bien, même si on a le vent de face, en bon breton, on tire des bords, mais on garde le cap. Et je pense que l'agriculture bio, effectivement, est la seule à pouvoir subvenir non seulement à notre alimentation, mais subvenir en associant la biodiversité, la santé et une vraie souveraineté. C'est, je pense, sur cette souveraineté qu'on appuiera aussi aujourd'hui, parce que ça a été un des mots les plus mis en avant durant ces derniers mois, cette souveraineté qui est souvent abordée d'une manière complètement biaisée. Donc, je ne vais pas être plus long, mais on va commencer donc avec Christian Huyghe. Vous êtes ancien directeur scientifique de l'INRAE, aujourd'hui en charge de mission auprès de la direction scientifique. On va aborder un sujet qui est très prégnant, celui des pesticides. On sait que l'agriculture, que l'on nomme conventionnelle, est très addicte à ces pesticides qui ont permis, il faut le dire, lors des dernières décennies, d'augmenter énormément les rendements. Aujourd'hui, on constate une pollution diffuse généralisée. Vous allez pouvoir nous dire ce qu'il en est de la production, de la consommation de pesticides en France. Peut-être aborderez-vous le changement d'indicateur, le NODU qui est remplacé par le HRI1, et quelles sont donc les perspectives. Est-ce que l'on va inéluctablement vers une baisse de l'utilisation des pesticides, ou est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui avec ce retour de pas d'interdiction sans solution nous annonce encore des décennies de procrastination, parce que inéluctablement, moi j'en suis intimement persuadé, on ne peut pas continuer comme cela avec ces pollutions de l'eau, des sols et de l'air. Et donc toutes les érosions, je dis érosion, je suis gentil, l'effondrement de la biodiversité, toutes les problématiques sanitaires pour les Françaises et les Françaises. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Alors, vous me donnez 2 heures pour couvrir ça ? Vous avez largement 10 minutes parce qu'on est très très généreux. Alors, ça va. Merci beaucoup pour. D'abord, merci au sénateur Gontard pour son introduction extrêmement impliquée. Et effectivement, on peut faire que le constat que vous avez dressé, qu'on est à faire une marche en arrière, mais je trouve encore pire que ça, à mettre en tension de façon non soutenable aujourd'hui et demain. Et que, au regard de la responsabilité que l'on a vis-à-vis des générations futures, ne pas se soucier de l'impact que l'on a sur la biodiversité, ne pas se soucier de l'impact que l'on a sur la qualité de l'eau, ne pas se soucier de l'impact que l'on a sur le changement climatique, c'est une dimension irresponsable. Alors, Sophia m'avait demandé de faire une introduction avec des diapos, donc je vais passer très vite dessus. Vous pouvez, je ne sais pas si je peux cliquer moi-même ou... Donc,
Next, alors, voilà. Donc, quelques mots sur la problématique de la protection des cultures. Sur la suivante, vous avez... diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, juste un élément de contexte. Hein. On agit dans le cadre d'un paysage européen, et pour moi, c'est majeur, le paysage européen. Tout ce qui est éloignement de ça n'a aucun sens. Donc, on a une directive qui a été déclinée en droit français, qui donne des degrés de liberté. Il y a un règlement européen qui est potentiellement celui qui lui pose le plus de soucis, parce qu'en fait, il définit la façon dont on évalue les produits de protection des cultures. Mais en fait, en disant ça, il a globalement un sous-entendu sur lequel je reviendrai dans la diapo d'après, qui nous met dans le travers. Une sensibilité sociale et politique que le sénateur Gontard a tellement bien exprimé que je ne vais pas y revenir, sauf sur 3 clics que vous pouvez dérouler les uns après les autres. En fait, la phrase qui est souvent utilisée, c'est pas de retrait ou pas d'interdiction sans solution. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas de retrait, est-ce qu'il y a même des solutions qui émergent. Et je pense que si on veut avoir une trajectoire de réflexion, c'est qu'il faut anticiper le retrait, et donc dire de toute façon ça va disparaître pour imposer la construction de solutions. Et le mot solution est particulièrement dangereux parce qu'il fait l'hypothèse qu'en fait il existe le grand soir. Et donc on va trouver le produit, la technique, le levier qui va apporter la réponse à la protection des cultures. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Sur la diapo d'après, en fait, on souffre de 3 biais cognitifs quand on a quand on parle de protection des cultures et quand on regarde les pesticides, en passant le cuivre et le sulfate de cuivre fait partie des produits qui rentrent dedans et qui ne sont pas non plus sans problème sur le milieu. J'en parlerai un tout petit peu dans 2 minutes 30. En fait, on fait l'hypothèse que les pesticides sont un intrant et au regard des économies d'exploitation, ils sont classés comme étant des intrants. Mais en fait, agronomiquement, un intrant présente une courbe de réponse, Y égale F de X, qui peut faire comme ça. Et en fait, ce n'est pas vrai en pesticides. Si vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas de pesticides, donc il n'y a pas de courbe de réponse. Et donc, si vous arrivez par des tas de leviers à faire baisser la pression, vous n'avez pas besoin. Ce truc-là est totalement écarté et ça conduit au fait que quand on parle de protection intégrée des cultures, on oublie totalement les logiques de prophylaxie. On dit que les pesticides seront toujours disponibles, ce qui est complètement faux, parce que les pesticides, je vous montrerai une courbe après, en fait, ils perdent de leur efficacité. Même si on ne les retire pas, ils perdent de leur efficacité. C'est la force du cuivre, mais la force du cuivre de ne pas perdre d'efficacité, c'est lié justement à son danger, c'est qu'il est tellement multisite qu'il connaît à peu près partout. Donc on a une vraie question. Si on ne veut pas les perdre, il faut qu'ils tapent très large. Mais s'ils tapent très large, ils ont énormément d'inconvénients. Et puis le dernier, c'est qu'il y aura toujours des nouveautés. Toujours des nouvelles options qui viennent de la chimie de synthèse ou qui viennent d'origine naturelle. C'est-à-dire des biocides, il y en aura toujours. En fait, c'est faux, parce que hormis des logiques d'empoisonnement total, des logiques qui ciblent, il n'y en a pas beaucoup. Le nombre de cibles potentielles, le nombre de modes d'action est limité, que ce soit en herbicide, en fongicide ou en insecticide. Et donc, il n'y a pas d'option tout le temps. Et donc, il faut changer la logique de ça. Et dans les logiques de ça, qui viennent du biocontrôle, mais qui viennent de la connaissance du vivant, il y a beaucoup plus d'approches de régulation, donc qui conduisent à faire baisser la pression de bioagresseurs en dessous d'un seuil de nuisibilité, sachant que si on fait baisser la pression sans les tuer, on garde toutes les chaînes de régulation. Sur la diapo d'après, il va y avoir 3 croix qui vont apparaître. Voilà, c'est pour dire que tout ça, c'était faux. Alors, les pesticides, en fait, ils sont une réponse à une bonne question. Ce n'est pas vraiment une bonne réponse, mais c'est une bonne question. C'est qu'en fait, en absence de protection, vous avez des pertes qui sont variables. Et là, c'est des différences qu'il y a entre sur blé tendre, les impacts des maladies foliaires. Sur 4 années, c'est un étudiant que j'avais eu en thèse. Et où vous voyez que si vous ne protégez pas, vous avez des pertes qui peuvent être parfois importantes, variables d'une année sur l'autre, variables d'un lieu à l'autre et non prévisibles. Et donc, ça montre que la protection des cultures est obligatoire. Si vous avez un clic, je suis désolé, je mets toujours des animations dans tous les sens, mais c'est la protection des cultures qui est obligatoire. Les pesticides n'ont été qu'un levier pour arriver à ça. Mais en fait, si vous creusez les études qui sont derrière ça, vous voyez aussi les biais informatifs qu'il y a, parce que typiquement, les essais traités, non traités, dont on entend parler partout, ils sont systématiquement faits en utilisant la variété la plus sensible, ce qui est débile. Et donc, on voit bien qu'on a construit un système autour de, il faut démontrer que ça marche, ces phytos. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, mais ça veut dire qu'en gros, comment on fait pour penser autrement ce système-là. Sur la diapo d'après, c'est des chiffres, c'est pour répondre à M. Salmon. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire bouger?
Si vous regardez les courbes en haut à droite, elles sont le résultat de ce qui s'est passé depuis la mise en place du plan Éco-Phyto. Enfin, les courbes à droite, en haut et en bas. En haut, ce que vous voyez, c'est que pendant très longtemps, il ne se passe rien. Et puis, en gros, à partir de 2018, on a une évolution structurelle assez forte avec une baisse de la consommation des produits de synthèse et une augmentation des produits de biocontrôle ou des produits utilisés en agriculture biologique, où on fait quand même, en 13 ans, on fait plus de 100%, ce qui n'est pas si mal. Tout le monde rêverait d'avoir ça sur sa fiche de paye. Et les produits de synthèse, ils baissent structurellement. Ceux qui baissent le plus, c'est ce que vous avez en bas à droite. C'est les CMR 1 et 2. Et les CMR 1, qui sont plus problématiques que les CMR 2, ont quasiment aujourd'hui complètement disparu. Et les CMR, la totalité des CMR, on a baissé de 60% les volumes utilisés. Ce que vous avez en bas et en haut, c'est les effets de deux politiques publiques. Le bas, c'est les politiques publiques par retrait. Et c'est ça que M. Gontard évoquait quand on remet en cause la décision de l'ANSES. C'est le rôle de l'ANSES de retirer des produits quand il y a des risques, l'ANSES et l'EFSA. Et puis en haut, ce que vous avez, c'est la courbe verte, c'est le fruit en fait des politiques de recherche. C'est-à-dire qu'il faut créer des options nouvelles, et en particulier des options qui s'intègrent dans un cadre de réflexion nouveau. Alors sur la diapo d'après, là je suis désolé, il y a aussi tout plein de clics. En fait, c'est que ça a conduit à une pression insoutenable sur l'environnement. Les graphiques de gauche, c'est les baisses de biodiversité. Premier qui a mis ça en place, c'est Caspar Holman, qui a mis ça en évidence, avec dans des zones protégées 75% de biomasse d'insectes perdus en 26 ans. Et en bas, il y a une étude, une méta-analyse qui a montré que en fait, c'était un ensemble très cohérent, structuré autour des phytos qui pesaient. Les phytos avec leur effet direct, mais aussi des agricultures intensives, mais aussi tous les changements d'allocation des sols. L'agriculture apparaissant comme responsable de 75% des baisses de biodiversité des insectes, mais comme les insectes, c'est le bas d'une chaîne alimentaire, tout le reste plie en même temps. Et ce travail-là a été poursuivi. Alors déjà, 75%, on dit c'est pas terrible, mais en Allemagne, en fin 2023, il y a eu une publication qui ne s'intéresse non plus aux zones protégées, mais aux zones cultivées, et où là, c'est 95% de la biomasse d'insectes qui disparaît dans ces zones-là. Vous allez dire, oh, c'est le nord de l'Allemagne, ils ne sont pas très bons. Là, rassurez-vous, on est aussi bons qu'eux. Ils sont aussi bons que nous. Le seul groupe d'insectes qui ne disparaît pas et qui augmente, c'est les pucerons. Ce qui est assez logique, il n'y a plus rien pour les manger. Et donc, alerte rouge, comme dirait Jean Dujardin. Et vous pouvez, si vous allez sur la diapo d'après, ce qui se passe, c'est, et c'est là que ça commence à toucher à l'ensemble de nos systèmes de production et d'organisation. La masse d'insectes, c'est une chose, mais il y a des approches un peu plus fines qui consistent à regarder la longueur des chaînes trophiques. Et ça, c'est un travail qui a été fait par un consortium international très, très large, piloté par une Française, mais où il y avait pratiquement tous les pays du monde, et où ils ont regardé 500 petites zones dans le monde en regardant ces chaînes trophiques et en essayant de déterminer pourquoi elles étaient soit très riches quand on est en haut, soit très pauvres quand on est en bas. Et on montre que c'est l'hétérogénéité des paysages qui détermine ça. C'est-à-dire la taille des parcelles, la diversité des cultures et les espaces semi-naturels. Et la taille moyenne des parcelles est l'élément déterminant premier. C'est que quand vous dépassez 3 hectares en moyenne d'un îlot cultivé, vous avez un effondrement de ces chaînes trophiques. Simplement parce que les insectes, ils ont besoin de se déplacer d'un endroit à l'autre pour jouer ces chaînes trophiques. Et quand vous avez ça, vous comprenez que si vous n'avez plus de régulation, vous êtes amené à traiter. Et en fait, ce que ça révèle, c'est les services fournis par la biodiversité. Il faut qu'on arrête. Enfin, je suis désolé, je vais être extrêmement intéressé. Je ne suis pas comme ça d'habitude, mais là, je vais le faire. Si la biodiversité peut nous rendre des services, il faut la protéger. Elle n'est pas uniquement un patrimoine, elle est une ressource. Et si on a aujourd'hui pas mal de problèmes en santé animale, en santé humaine, j'en parlerai pas, en santé végétale, mais en santé animale, par exemple, on a un petit truc qui s'appelle la FCO, qui est lié au fait que vous avez des régulations d'insectes vecteurs qui ne jouent plus. Et avec le changement climatique qui va nous tomber dessus, ça va aller encore plus mal. Donc on a besoin de récupérer ces régulations biologiques. La bonne nouvelle, c'est que si on fait les choses bien, on les récupère très vite. Quelques années suffisent à les récupérer. Encore faut-il mettre le paquet. Et avec une des difficultés, et on en parlait tout à l'heure avant la réunion, c'est que quand vous appliquez des phytos, vous pouvez travailler tout seul. Quand vous voulez récupérer de la biodiversité, il faut le travailler en collectif. Et donc, on est face à des leviers plutôt plus complexes et qu'il faut manipuler collectivement. Alors, je vais m'arrêter là juste pour ouvrir des portes sur le futur. Voilà.
les portes sur le futur. Désolé, mais les portes sur le futur, il va falloir les faire brièvement. Il faut être très brièvement, je vais oublier mes diapos, mais vous avez... Voilà. Les portes sur le futur, c'est quoi? C'est que l'agroécologie a démontré ce qu'on pouvait faire en mobilisant les régulations biologiques à notre service, en les construisant. En construisant de la diversité fonctionnelle à l'échelle des parcelles, des exploitations et des territoires. Donc on arrive à faire ça, mélanger des espèces, jouer sur les variétés résistantes, et en les organisant à l'échelle du paysage. Et on a 2 fronts de sciences qui se sont ouverts dans les 5 dernières années et qui sont particulièrement fertiles. C'est qu'aujourd'hui, on sait pourquoi un insecte se déplace. Il se déplace dans un champ d'odeurs, avec des odeurs qui l'attirent, soit pour se reproduire, soit pour manger. Et si on arrive à les connaître, eh ben on peut organiser des paysages qui sont totalement homogènes sur le plan olfactif. Et l'insecte, il est content, mais il ne peut plus rien faire parce qu'il ne sait plus où il doit aller. Et maintenant, on sait le faire de façon presque automatique. En l'espace de 1 mois, si vous avez un insecte nouveau qui arrive chez Philippe, par exemple, il me l'amène, ou à mes équipes. Et en fait, au bout de 1 mois, on est capable de dire, il faut créer un paysage olfactif avec ça, ça et ça. Et le bazar, il est résolu. L'air de rien, si on arrive à faire ça pour une partie de nos productions végétales, pour une partie de nos productions animales, on aura fait un sacré pas en avant. Et deuxième rupture qui, pour moi, est absolument énorme, c'est qu'on découvre les rôles du microbiote. On est tous des grands spécialistes du microbiote humain comme étant un déterminant de notre santé et l'effondrement du microbiote ou sa déformation comme responsable des maladies chroniques non transmissibles. On connaît aujourd'hui le rôle du microbiote du sol comme étant la clé de la fertilité des sols, et on en parlera tout à l'heure. C'est ça qui détermine la capacité qu'une plante a à aller chercher des éléments minéraux dans le sol, voire à modifier l'équilibre minéral du sol. Et puis on découvre aujourd'hui le microbiote du végétal. Chaque plante se transporte, a 3 microbiotes différents, un sur ses racines qui lui servent à s'alimenter et à se protéger. Le deuxième, c'est ce qu'il y a autour de ses feuilles. Et donc le microbiote phylosphérique, et c'est celui-là qui protège. Et on a des choses qui sont juste hallucinantes sur ce que ça permet de faire. Et le troisième, c'est un microbiote dont on ne sait pas encore trop le rôle, c'est le microbiote à l'intérieur, endosphérique. La chimie nous a amené à dire qu'il faut qu'il n'y en ait pas. Donc on a fait par exemple des logiques d'assainissement sur la vigne. Puis en fait, on se rend compte aujourd'hui que dans ces microbiotes-là, il y en a qui sont totalement pathogènes. Certains virus sur la vigne, il y en a beaucoup. Et puis certains qui sont favorables. Et donc on est aujourd'hui en train de découvrir qu'on peut vacciner les végétaux avec une partie du microbiote pour booster la physiologie de la plante. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, beaucoup de perspectives nouvelles qui sont vraies pour toutes les agricultures et qui sont vraies pour l'agriculture biologique en premier. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu trop long. Merci beaucoup. C'était à la fois trop long et beaucoup trop court. C'est vrai que c'est un plaisir de vous écouter. Et à un moment où la science est devenue une vérité alternative, ça fait quand même du bien de vous entendre. Juste un petit moment d'autosatisfaction quand même, parce qu'il en faut. Et quand les nuages sont sombres, on cherche le petit coin de ciel bleu. Vous avez parlé de la taille des parcelles et de la biodiversité. On a quand même réussi à faire passer dans notre niche une proposition de loi sur les haies bocagères. Et je pense que ça fait partie également des éléments pour pouvoir répondre à ces invasions de pucerons. Aurélie Catalo, vous êtes directrice Agriculture France à l'IDRI. Vous avez travaillé sur le programme TIFA, le bouclage des cycles, et beaucoup sur la PAC, avec une autre PAC à un moment. C'est bien cela. Eh bien, écoutez, nous sommes tous à la recherche de solutions pour rebooster l'agriculture biologique. En quoi la PAC, si elle était gérée d'une autre manière, et vous allez nous donner des perspectives, permettrait d'aller dans ce sens, de redonner, je vais prendre un gros mot, le terme compétitivité, dont on entend tout le temps parler. Eh bien, comment redonner une compétitivité à cette agriculture biologique ? Bonjour. Et merci beaucoup de votre invitation. Promis, je vais aller sur la PAC, sur les recommandations politiques, mais je vais faire un peu un détour avant par 2 autres dimensions d'analyse avant d'arriver à la dimension politique. Je vais vous parler un peu de la dimension biophysique. Est-ce que faire de l'agriculture biologique le modèle de demain, c'est possible d'un point de vue biophysique ? Et puis, est-ce que c'est souhaitable d'un point de vue socio-économique ? Est-ce que c'est faisable d'un point de vue socio-économique ? Donc après, on arrivera à la dimension politique. Mais le gros mot que vous avez utilisé, le gros mot de compétitivité, ça fait partie des choses qui
qu'il faut regarder aussi pour pouvoir calibrer les instruments politiques en conséquence. Et puis au-delà de ces 3 dimensions d'analyse, le biophysique, le socio-économique et le politique, il faut aussi essayer de les appliquer à différents maillons des filières agroalimentaires, puisque nous, on a tendance à schématiquement les découper entre le maillon des exploitations agricoles, le maillon des industries agroalimentaires et le maillon de la consommation des pratiques alimentaires. Alors c'est vrai qu'on enjambe un peu certains maillons, mais globalement, ça donne une représentation qui n'est pas trop mauvaise des filières. Et donc à chaque fois, il faut se demander qu'est-ce qu'il faudrait changer pour chacun de ces maillons pour qu'on puisse aboutir à une massification de l'agriculture biologique. Donc pour commencer sur la dimension biophysique, l'IDRI, mais bien d'autres centres de recherche en France, à échelle européenne, à échelle mondiale, se sont attelés à cet exercice également. Nous avions produit en 2018 un scénario de prospective qui s'appelle TIFA, vous l'avez mentionné, 10 Years for Agroecology, et qui visait à se poser une question un petit peu radicale, qui était de savoir si l'Union européenne pouvait se nourrir de manière autosuffisante en se passant complètement de pesticides, d'engrais chimiques de synthèse, mais également en renonçant aux importations de soja, ce qui est pas la plus petite des affaires. Et dans ce scénario-là, il y avait aussi une vocation d'extensification très large de la production animale. La bonne nouvelle du scénario TIFA, et encore une fois, d'autres scénarios sont convergents avec ça, c'est que d'un point de vue biophysique, c'est possible. L'Union européenne à 2050 peut nourrir les Européens selon les recommandations nutritionnelles, en se passant notamment donc, des engrais chimiques de synthèse et des pesticides. Évidemment que ça suppose des transformations qui soient assez majeures de nos systèmes de production. Donc, on a notamment besoin du rebouclage du cycle de l'azote via les légumineuses, via la polyculture élevage, via le retour de la prairie naturelle. On a aussi besoin d'une transformation assez profonde des régimes alimentaires, et notamment au travers d'une réduction de la consommation des protéines animales. Mais en tout cas, d'un point de vue de la suffisance calorique, c'est possible. Et donc, TIFA ne correspond pas exactement au cahier des charges de l'agriculture biologique, mais on est quand même relativement proche. Et donc, un exemple comme le scénario TIFA nous dit que l'Union européenne est physiquement capable de nourrir l'Union européenne selon les recommandations nutritionnelles. Ça, c'est un premier point. Maintenant qu'on a dit ça, ça pose la question de la deuxième dimension, qui est la dimension plutôt socio-économique. Et là, soyons honnêtes, ça se complique. Penser la compétitivité de l'agriculture biologique dans le système actuel, c'est beaucoup moins évident. Et pourquoi est-ce que ça se complique ? Déjà parce que dans le système actuel, à l'échelle des exploitations agricoles, alors ça dépend des OTEX, des types de production, mais on a quand même un surcoût qui est plus ou moins important en agriculture biologique. Je vais prendre un peu l'extrême haut, mais si on regarde le surcoût en production porcine, les prix sortis de ferme peuvent être de l'ordre de plus de 150% par rapport au conventionnel. Bon, vous me direz, le porc bio, il y en a à peine en France, mais de manière générale, surtout dans un contexte de hausse des charges type énergie, main-d'œuvre et matériaux, évidemment il faut regarder en face le fait que produire en bio, ça coûte plus cher qu'en conventionnel. Et donc ensuite, ça pose la question de comment est-ce qu'on absorbe ce surcoût. On parle très souvent ensuite, pour le maillon des industries agroalimentaires, du fait qu'il y aurait un phénomène de surmarge. On nous dit qu'il y a soit des distributeurs, soit des géants de l'agroalimentaire qui s'en mettent plein les poches sur la bio. Ce phénomène de surcharge en bio, il existe, il faut le regarder, et probablement que le régulateur doit s'y attaquer. En revanche, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, et il ne faudrait pas croire que la seule réduction des surmarges va nous permettre de complètement faire disparaître le surcoût de la bio qu'on a en sortie de ferme. Et donc là, ça nous invite à aller regarder d'un peu plus près ce que représente le traitement de matières premières biologiques en termes de coûts pour les industries agroalimentaires. Et pour ça, je vais me référer à une étude que nos collègues du bureau d'études Ceresco ont publiée récemment en décembre 2024 pour le compte de France Agrimaire, et qui regardait, c'est une étude sur l'analyse du coût de collecte et de transformation des grandes cultures bio. Et ça fait un travail extrêmement fin d'aller identifier tous les postes de surcoût qui expliquent que, oui, en fait, pour, en l'occurrence, les organismes stockeurs de grandes cultures bio, ça coûte plus cher de traiter de la céréale bio, alors que, évidemment, on se dit, un grain bio, c'est la même chose qu'un grain conventionnel, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher. Et en fait, cette étude décortique un peu point par point les sources de surcoût. Je ne vais pas tous les mentionner, mais pour en lister quelques-uns, on a d'abord des rendements qui sont globalement inférieurs en bio qu'en conventionnel à la parcelle, et donc ça veut dire que quand la benne, elle passe au moment de la récolte, les bennes ont des taux de remplissage plus faibles en bio qu'en conventionnel. Donc là, on a un premier coût de collecte qui va un peu augmenter.
Ensuite, on a des cultures qui sont un peu plus disséminées. On a des silos qui sont moins nombreux en agriculture biologique. Et donc ça va impliquer des coûts de transport plus importants puisqu'il va falloir déplacer les récoltes sur des distances un peu plus longues. On a en bio aussi, du fait de la richesse agronomique de l'agriculture biologique, une part de culture associée qui est plus importante qu'en conventionnel. Et donc, on va avoir besoin d'investissements supplémentaires pour avoir du matériel de tri qui est adapté à ces cultures bio. Et donc, là, c'est pareil, on va avoir des coûts de tri plus importants, mais on a aussi des contraintes de gestion des allergènes qui s'appliquent. Et donc, pareil, source de surcoût là aussi. On a besoin de s'assurer que dans les silos de collecte, les cultures bio qui, comme vous le savez, n'ont pas reçu de pesticides, elles ne pourrissent pas concrètement, elles n'attrapent pas de maladies. Et donc là, il va falloir penser des infrastructures de stockage qui, sans le recours à la chimie, assurent quand même le bon état de conservation des céréales. Ça, ce sont ces sources de surcoût de manière assez importante. On a aussi un peu une pratique de fait qui est que l'agriculture biologique étant synonyme de qualité, souvent les acheteurs vont avoir des exigences de traçabilité qui sont un peu supérieures sur l'agriculture biologique et donc avec là aussi un besoin d'allotement et de traçabilité qui est plus poussé et qui coûte plus cher du coup qu'en conventionnel. On a globalement un besoin de travail du grain qui est plus important et donc on va avoir plus d'écart de tri sur les lots bio, etc., etc. Je ne vous fais pas la liste complète et je vous invite vraiment à aller regarder cette étude qui est très intéressante. Mais globalement, ce que cette étude nous dit, c'est que juste pour le maillon des organismes stockeurs, donc on est loin d'être au produit fini dans l'assiette du consommateur, on a un surcoût pour les céréales bio qui est de l'ordre de 45 à 95 € la tonne. Et on est au début du processus. Et donc une fois qu'on a dit ça, on commence à comprendre que oui, on a besoin de se poser la question de comment est-ce qu'on trouve des modèles économiques, non seulement bien sûr pour les exploitations agricoles, mais aussi pour tous les intermédiaires qui vont être viables, rentables, pour que l'agriculture biologique elle puisse trouver son marché. Et donc ça nous invite, nous à l'IDRI notamment, à nous demander quels sont les modèles économiques différents dont on a besoin pour nos fermes et nos industries agroalimentaires. On est à l'IDRI engagé dans un projet de recherche européen, un projet qu'on appelle un Horizon Europe, qui s'appelle Organic Target. Et ce projet Organic Target, il vise à étudier les transformations requises sur le marché de la bio dans l'Union européenne pour atteindre l'objectif de 25% d'agriculture biologique. Alors, j'ai mentionné l'IDRI comme étant membre de ce projet-là, mais IFOAM Europe est aussi dans le projet, les collègues d'INRAE sont dans le projet, donc on est loin évidemment d'être tout seul. Ce projet, il n'est pas terminé, il ne sera pas tout terminé dans les tout prochains mois non plus, mais la petite contribution que l'IDRI apporte, c'est d'aller regarder les déformations socio-économiques des exploitations agricoles et des industries agroalimentaires dans deux cas de figure pour voir sous quelles conditions de prix, de subventions et de revenus pour les agriculteurs on peut atteindre cet objectif de massification de la bio, au moins l'atteinte de l'objectif de 25% dans l'Union européenne. Et en fait, il y a un peu de stratégies qui sont possibles. Dans les deux cas, augmenter les surfaces en bio, ça a pour effet d'augmenter les volumes collectés en agriculture biologique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour trouver des modèles économiques parce que ça va nous permettre, même si le mot est parfois un peu galvaudé, mais de faire des économies d'échelle. C'est évidemment plus simple si on a, je dis n'importe quoi, 10 fermes qui produisent des grandes cultures bio sur un périmètre de 40 km que s'il y en a une seule là et que les 10 autres, elles sont aux quatre coins de la France. Pour aller faire organiser la collecte, le transport, le stockage, la transformation, c'est plus rentable quand il y a une forme de massification qui se concentre un peu géographiquement. Concentration géographique ne veut pas dire qu'on doit aller nécessairement sur des modèles de l'agriculture biologique où toutes les fermes bio s'agrandiraient, toutes les fermes bio augmenteraient leur volume de production. Ce n'est pas forcément l'esprit, mais il faut aller chercher à atteindre une masse critique sur un territoire donné pour qu'on puisse trouver une forme de viabilité des opérateurs en agriculture biologique et donc qu'ils puissent écraser quand même certains coûts, notamment ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, je n'ai pas le fin mot de l'histoire là, sur les transformations socio-économiques, mais en tout cas, je vous invite à regarder les conclusions de ce projet Organic Target lorsqu'il sera terminé l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, la question politique. Il vous reste une petite minute pour aborder la sur la question politique. On a l'habitude de dire à l'IDRI que
on ne peut pas penser politiquement la transition agroécologique et notamment au service de l'agriculture biologique sans penser simultanément des politiques d'évolution de l'offre, de la demande et de l'organisation des marchés. Et donc ça veut dire que oui, bien sûr, on a besoin de la PAC, mais il faut aussi accepter de consacrer soit une partie de nos politiques industrielles à l'agroalimentaire, soit accepter de consacrer une partie des politiques agricoles à l'agroalimentaire. Mais on ne peut pas continuer à considérer que le marché et les consommateurs vont évoluer indépendamment de ce qu'on soutient sur l'offre. Dans la PAC, je pense que je prêche ici une salle de convaincus, mais on a des aides environnementales qui doivent rémunérer les pratiques vertueuses pour l'environnement. Or, c'est documenté que l'agriculture biologique a un impact positif sur l'environnement et que ces impacts-là, contrairement à ce qu'on entend parfois, ne pourront jamais en totalité être pris en charge par le marché. Et donc, il y a une légitimité d'un instrument politique tel que la politique agricole commune à venir rémunérer ce qu'on appelle les services environnementaux, mais la sémantique fait parfois débat. Et qu'on ne nous dise pas que la bio doit 100% trouver son financement par le marché. A-t-on déjà entendu dire qu'un grain de blé qui a poussé dans une parcelle qui avait une haie à côté devait trouver 100% de son marché parce qu'il y avait une haie à côté? A-t-on déjà entendu dire que parce qu'on a un prix du lait qui est différent pour le lait de montagne que pour le lait de plaine, on devait supprimer l'indemnité compensatoire d'handicap naturel dans la PAC? Non. Il y a une légitimité à ce que la politique publique rémunère des choses qui ne seront pas couvertes par le marché. Et donc, l'agriculture biologique arrive en tête des pratiques, ou des systèmes plutôt, agronomiques, qui méritent de trouver leur rémunération via des mesures dites environnementales dans la politique agricole commune. Eh bien, merci beaucoup. On aurait pu encore élargir sur tout ce qui était coût caché de l'agriculture conventionnelle, parce que là aussi, je pense qu'on a une distorsion de concurrence, et quand on parle de compétitivité, c'est un point super important. Mais bon, on y reviendra sans doute avec les questions de la salle tout à l'heure. Sophie Tabary, vous êtes agricultrice en polyculture élevage et également présidente de Bio en Hauts-de-France. La Hauts-de-France, une région plutôt spécialisée dans les grandes cultures, puisqu'il n'y a que... Et en plus dans les grandes cultures, mais non seulement avec un très faible taux d'agriculture bio, 3%, si mes chiffres sont bons. On l'a vu tout de suite, on a besoin aussi de repenser l'agriculture en termes de filière, puisque qui dit compétitivité dit aussi... essayer d'amoindrir un certain nombre de coûts et avoir vraiment une vision de filière. Quels sont pour vous les leviers à activer dans une région de grande culture comme sont les Hauts-de-France pour pouvoir vraiment faire de l'agriculture bio en grande culture un instrument de la transition vers l'agroécologie? Alors, au tout départ, je voudrais d'abord refaire un historique rapide de ce que c'est que l'agriculture biologique, parce qu'on en a besoin pour comprendre à quel point, notamment, c'est pas qu'une question de marché, mais aussi il y a des défis à relever. Ça fait 50 ans qu'on fait de l'agriculture biologique. On est des pionniers de la transition agricole et de l'agroécologie. Et on a un retour d'expérience, c'est-à-dire que ce savoir qu'on a emmagasiné en tant que producteur, qui a été repris au sein des GRAB, au sein des CIVAM, au sein de différentes structures, ce savoir-là, il est précieux. Personne ne peut justifier une masse aussi importante de savoir. C'est quand même 14% de la surface française qui est en agriculture biologique. On a donc un retour d'expérience et une légitimité à parler de la transition et à en être le laboratoire. Je suis dans une région où on a un système agro-industriel hyper poussé, très peu de contraintes géomorphologiques et des terres absolument merveilleuses pour cultiver et faire du rendement. On se rend compte, du coup, dans cette région, que les difficultés à aller faire de la transition dans des modèles, notamment de grande culture, ça présente des problématiques qui sont hyper importante, si on veut parler de bio, certes, mais d'agroécologie tout court. C'est-à-dire que quand on a des outils industriels, par exemple une usine à sucre ou une usine à pommes de terre, qui a besoin, pour être rentable, de remplir son outil totalement et d'avoir du coup autour de soi 1200 hectares entièrement de betteraves ou de pommes de terre, c'est un exemple, et un chiffre à gros traits, mais globalement,
ces outils-là ne permettent pas de faire de l'agroécologie. On ne peut pas faire de la diversification alors que c'est une des clés de l'agroécologie et de la bio en particulier. On ne peut pas valoriser différentes productions non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus les outils industriels pour réussir, à côté de valoriser le blé, de pouvoir valoriser la lentille qui pousse avec, parce que dans les rotations, on est sur 7 ou 8 ou 10 cultures différentes, et du coup, il faut pouvoir les valoriser. Et donc, on n'arrive pas, je pense que même si on arrive à avoir les meilleurs produits de biocontrôle qui soient, on n'arrivera jamais, s'il y a besoin d'autant de monoculture, à faire de la transition agroécologique. Donc, il y a vraiment là un souci technique qui n'est pas simplement juste replanter 3 haies dans nos champs quand on fait de l'agriculture biologique, mais comment toute la filière évolue pour réussir à faire les conditions nécessaires. Voilà. La nécessité de ces conditions-là, elle est importante. On a des exemples notamment sur... je ne sais plus ce que je veux dire, pardon. Donc, au niveau de cette... on a par exemple au niveau de Bio Hauts-de-France, on a essayé de monter un outil qui permette justement de fabriquer du sucre de betterave de manière agroécologique. Et du coup, on a des petits outils qui cochent toutes les cases de la transition agroécologique. C'est-à-dire que les agriculteurs sont limités à 10 hectares de leur surface en betterave pour éviter le puceron. On a un process industriel qui permet justement de ne pas trop utiliser d'eau pour la création de ce sucre. Et donc cet outil coche toutes les cases de la transition souhaitable. Mais dans un monde économique qui est plutôt très peu protectionniste en fait sur ces questions-là, et qui permet, voilà. Donc on n'arrive pas trop à réussir. Pardon, excusez-moi. Ce projet-là, il n'est pas viable tout de suite. Il est viable dans une situation de stress test, en fait, tout comme l'agriculture biologique. Et il faut absolument qu'on arrive à trouver les politiques qui nous permettent, à un moment donné, de pouvoir asseoir ces systèmes, de pouvoir les tester. Et c'est pour ça que, pour moi, il est capital que la surface, notamment en agriculture biologique, continue de grandir, parce qu'on a besoin de passer des caps d'économie d'échelle, et de structuration d'échelle, comme tu le disais, pour réussir justement à aller vers plus de cohérence et plus de tests aussi de ce genre de choses, quoi. Voilà. Par ailleurs, je voulais quand même dire aussi au niveau des agriculteurs bio qu'on a l'impression d'être quand même, depuis les années 90, des gens qui travaillons dans le sens des politiques européennes, parce qu'on se rend compte que la compétitivité, c'est un mot qui est complexe et qu'on ne pourra pas, on n'aura jamais d'open field de 4000 hectares d'un seul tenant sans toucher à la santé des gens, etc. Et du coup, il faut bien qu'on invente une agriculture différente. Et on avait l'impression d'être, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, des artisans de cette transition, et des gens qui portaient justement un espoir pour l'agriculture, pour la souveraineté, pour la sécurité européenne. Et ce qui est en train de se passer là, c'est que dans les champs, les producteurs se sentent complètement méprisés. Et il faut voir ce que ça donne. C'est peut-être juste des mots dans un Sénat ou juste des mots politiques, mais pour nous, qui donnons nous-mêmes tout le temps et qui croyons vraiment à cette transition et qui la martelons, elle marche dans nos champs. C'est hyper violent de voir que politiquement, on n'arrive pas à trouver les moyens de nous soutenir et d'aller vers cette agriculture qui est quand même, comme vous le disiez, souhaitable pour tous. Merci beaucoup. Donc on comprend bien que l'agriculture biologique doit sortir de sa niche, mais qu'aujourd'hui, on essaye de la faire rentrer dans sa niche, justement, pour qu'elle n'atteigne sans doute pas cette masse critique qui permettrait de venir sans doute bousculer un grand jeu qui s'est mis en place depuis quelques décennies. Olivier Chaloche, vous êtes producteur de céréales et de légumes de plein champ en région centre. Vous êtes également référent professionnel du projet MONA sur la fertilisation alternative en agriculture biologique. Alors la fertilisation, effectivement, un élément essentiel, puisqu'on parlait tout à l'heure de souveraineté. Dans les termes souveraineté qui sont utilisés, et quand le terme est utilisé au Sénat, on oublie bien souvent que nous importons une grande partie de nos engrais azotés de Russie. Nous avons les engrais phosphatés qui viennent en partie du Sahara occidental avec beaucoup de cadmium à l'intérieur. Et nous avons également la potasse. Comment faire, nous, en agriculture biologique, pour avoir une vraie souveraineté? Parce que lorsque l'on produit des légumes comme vous, eh bien, c'est
c'est de l'azote, c'est tout un tas de choses que l'on exporte de ces champs. Donc comment arriver à retrouver cet équilibre? Je sais que vous avez bien travaillé sur le sujet, donc vous allez partager ça avec nous. Merci. Merci de me donner la parole. Je commencerai juste, la réponse c'est l'agronomie. Hein. L'agronomie et encore de l'agronomie. Je vais essayer de faire une présentation en trois temps, me présenter rapidement, parler du projet Mona et peut-être aussi parler de la fertilité du sol. 10 minutes, ça va être court. Par contre, moi, ce que j'avais envie de vous dire en introduction, parce que je l'ai entendu par ma voisine, on parle toujours de la transition et de l'agriculture de demain. Moi, je n'ai pas l'impression de faire l'agriculture de demain, j'ai l'impression de faire l'agriculture d'aujourd'hui, puisque ça fait déjà 35 ans que j'ai la pratique et que ça marche. Donc, je trouve ça toujours hallucinant quand j'entends les politiques dire il faut réfléchir à l'agriculture de demain. Non, les bios font l'agriculture déjà d'aujourd'hui et d'hier et de demain. Ça, c'était important pour moi de le redire et ça va dans le sens de ce que tu as dit, Sophie. Alors moi, je suis installé en région centre, hein, je suis ce qu'on appelle la filière longue, 240 hectares en grande culture, installé depuis 1990 et en fait, moi je ne sais pas faire autre chose que l'agriculture bio et souvent je dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, je continuerai toujours à faire l'agriculture bio puisque c'est avec ça que je sais faire. Et par contre, faire de l'agriculture bio, ça demande des compétences. Et j'en reviens sur ce qu'on disait sur l'agronomie. Et l'agronomie, c'est complexe. C'est des systèmes vivants complexes. Et c'est vrai qu'il faut avoir un peu de formation, même beaucoup de formation. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes formations en étant bien formé. Je ne sais pas si aujourd'hui on forme aussi bien les jeunes futurs agriculteurs. Moi, j'ai mon fils qui vient de sortir d'un lycée agricole. Non mais tenez-vous bien, il ne savait pas définir ce que c'était une légumineuse, alors que c'est le pilier de l'agronomie, quoi. Donc en fait, il y a aussi à travailler sur cette formation. J'en entendais parler tout à l'heure. Oui, moi ce que je voulais peut-être vous parler de la fertilité du sol, parce que évidemment, fertilité du sol, c'est aussi de la productivité. Et quand on sait aujourd'hui, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Europe, hein, les sols sont en train d'arriver dans une zone rouge en fait, hein, puisque un sol qui est en bonne santé, c'est un sol qui a de la matière organique. Moi, j'ai démarré mon activité dans les années 90, j'ai fait des analyses de sol, j'étais à moins de 1,5% de matière organique. Avec l'agronomie, aujourd'hui, je suis en train de flirter avec des 2,5% de matière organique, et c'est la matière organique qui est vraiment essentielle pour la production. Je faisais une formation cet hiver sur la formation sur l'eau. Écoutez bien, parce que ça, c'est un chiffre que vous, les sénateurs, devez aussi sortir. 1 point de matière organique fabriquée, c'est 250 tonnes d'eau stockées dans le sol. Donc là, on entendait parler des bassines. Moi, sur une ferme de 100 hectares, aujourd'hui, si vous faites bien le calcul, 200 hectares, pardon, si vous faites bien le calcul, je stocke 50 000, là, je suis en train de me perdre, enfin oui, 50 000 mètres cubes d'eau grâce au point de matière organique que j'ai fabriqué avec l'agronomie. J'aime bien aussi, quand on parle d'agronomie, parce que je trouve que c'est quand même passionnant, c'est qu'on a entendu parler de microbiote. Alors on parle beaucoup de microbiote à l'intérieur de nous. Vous savez, on entend beaucoup parler de ce microbiote intestinal, mais en fait, on a un microbiote sous nos pieds qui est absolument incroyable. Ce sol, c'est 6 tonnes de vivants qui travaillent en permanence, et c'est ce que nous, en bio, qu'on vient intensifier. J'aime bien dire ça, c'est quand même 1,5 tonne de vers de terre à l'hectare. Moi, je viens de faire une analyse de sol avec le réseau du GAB. Et en fait, aujourd'hui, je suis le mieux placé en termes de vers de terre. J'ai 1,5 tonnes de vers de terre à l'hectare. On a 3 tonnes de champignons à l'hectare et à peu près 2 tonnes de bactéries. Et en fait, tout ce monde vivant, c'est sur celui-là qu'il faut travailler pour s'affranchir, et vous l'avez dit, des engrais azotés de synthèse. Alors c'est vrai que je vais prendre 2 minutes parce que ça, je pense que c'est vraiment important. Parce qu'on parlait tout à l'heure, il ne faut pas opposer les modèles agricoles. Mais en fait, on a 2 modèles agricoles. On a un modèle agricole conventionnel qui a besoin de se shooter à l'engrais azoté de synthèse, qu'on fabrique avec de l'énergie qui vient notamment de Russie. Donc la vraie souveraineté alimentaire, c'est l'autre système agricole, c'est l'agriculture biologique, c'est l'agriculture du vivant. C'est-à-dire, c'est se servir de ces 6 tonnes de vivants qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais je vous invite vraiment, à chaque fois que vous marchez sur une prairie, sur une luzerne, en fait, en dessous, ça travaille en permanence pour fabriquer cet azote organique, pour remettre en circuit la potasse, le phosphore, etc. Donc, à la FNAB, en fait, comme on veut développer l'agriculture biologique, et ça, c'est notre ligne de mire, on ne la changera pas, eh bien, il va falloir qu'on trouve d'autres ressources
aujourd'hui que l'élevage. Parce qu'en fait, malheureusement, l'élevage est en train de diminuer de façon drastique en France. On a perdu 30% d'élevage dans les 10 dernières années. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres sources de matière organique. Et c'est là que j'interviens sur le projet MONA. Et le projet MONA, acronyme matière organique non agricole, c'est d'aller rechercher cette matière organique en dehors de notre écosystème agricole, et c'est d'aller chercher dans les villes. Quand on sait qu'aujourd'hui les villes fournissent une matière organique absolument importante, je vous rappelle qu'il y en a une partie qui est quand même encore aujourd'hui incinérée et enfouie, ce qui est complètement hallucinant. Enfin, je pense que quand on nous regardera dans 1, 2, 3 siècles et qu'on regardera comment on a fonctionné là, on dira mais ils étaient vraiment à côté de la plaque en fait. C'est-à-dire que moi, vous tous, quand vous mangez des pommes de terre, quand vous mangez vos œufs, je mets les mains comme ça, quand vous mangez tous vos déchets organiques, ils terminent à la poubelle et en fait, nous, il faut qu'on les récupère, ce qu'on appelle le bouclage, donc de boucler les cycles. Et donc c'est hyper important qu'on se rapproche des collectivités. Alors je ne sais pas si ici il y a des élus dans la salle, mais justement le projet MONA c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette matière organique, vous appelez biodéchets, je crois, mais moi j'ai envie de l'appeler bioressource en fait. C'est une ressource essentielle pour nourrir nos sols et cette ressource qui aujourd'hui qui nous échappe en fait, c'est vraiment important de la relocaliser sur nos fermes. Et évidemment, à chaque fois qu'on va faire de l'agriculture biologique, on va protéger l'eau. Moi je viens d'un département, aujourd'hui on a fermé je ne sais pas combien de captages et on va en fermer certainement dans les années à venir, puisque on dépasse largement les 70 mg, les 40 mg de nitrate et voire les 5 microgrammes de pesticides en eau brute où on est prêt à fermer les captages. Donc effectivement, c'est vraiment important que ce projet MONA se développe. On commence à avoir donc des collectivités qui nous suivent. Et nous, ce qu'on a envie de passer comme message à ces collectivités, essayer de flécher en priorité cette matière organique sur les fermes bio, parce que derrière, plus vous développerez de l'agriculture biologique autour de votre territoire, plus vous protégerez votre eau et plus vous aurez quelque chose de vertueux autour de vos collectivités. Puis j'avais envie, je ne sais pas le temps qu'il me reste, mais moi j'avais envie de vous dire, alors c'est peut-être un jeu de mots très facile, 3 minutes, c'est peut-être un jeu de mots très facile, mais la fertilité des sols, c'est à la fois de l'apport d'engrais biologiques et à la fois des amendements. Et ici on est au Sénat, et je sais que vous, régulièrement, vous faites des amendements, et j'ai envie qu'on se retrouve et que vous faites des amendements qui développent vraiment l'agriculture biologique. Et j'espère que, alors ça c'est un vœu qui n'est peut-être pas réalisable en ce moment avec le contexte qu'on est en train de traverser, mais si vous pouvez faire des amendements qui nous aident à développer l'agriculture biologique, ça serait très bien. Et je terminerai aussi par, j'aime bien cette métaphore entre le rat des villes et le rat des champs. Nous sommes les agriculteurs, nous vous nourrissons. Vous êtes, la plupart de la population aujourd'hui est dans les villes, 80% des gens sont dans les villes et ils ne comprennent pas trop ce qu'on fait en fait. Il faut vraiment passer un temps fou pour expliquer ce que c'est notre métier. Eh bien, essayons par des politiques publiques de rapprocher ces rats des villes et ces rats des champs et que les gens, quand ils jettent encore une fois leur matière organique, leurs biodéchets, allez leur dire que c'est une ressource essentielle pour nos sols. Je vous remercie. Eh bien, merci pour ces présentations et cette passion. Je salue Benoît Biteau qui vient de nous rejoindre. Et puis, eh bien, je vous propose de poser un certain nombre de questions. Alors, je répète bien un peu le mot « question » parce que c'est vrai que des fois, les questions, ce sont souvent des interventions qui peuvent être très longues. Et donc, si on peut faire assez court, mais que nos intervenants puissent y répondre, ça serait très bien. Merci. On a un micro qui circule. Deux même. Bonjour, merci pour vos interventions, c'est très intéressant. Donc j'ai une question sur... donc c'est Madame Aurélie, oui voilà, Aurélie Catalot. Là, au niveau, vous dites de la sécurité alimentaire en Europe. Donc on peut effectivement, vous avez fait des études qui prouvent que la biologie peut,
le biodynamisme, permet de nourrir toute l'Europe. Mais est-ce qu'au niveau mondial, ça permet aussi de nourrir les Chinois, qui sont quand même nos premiers clients pour l'agriculture traditionnelle, et qui effectivement, est-ce qu'on pourrait les nourrir aussi avec cette agriculture bio? On va répondre tout de suite, et puis Aurélie, et puis les autres intervenants. Merci pour votre question. Alors, ce que je présentais, c'est effectivement un scénario de prospective de l'IDRI qui a regardé si l'Union européenne pouvait produire assez de calories pour nourrir les Européens. Donc, les définitions de sécurité alimentaire varient d'un individu à l'autre à peu près. Donc, tout le monde ne met pas cette question de suffisance calorique derrière la notion de sécurité alimentaire, mais à ce titre-là, oui, l'Union européenne peut bien être en situation de sécurité alimentaire grâce à un cahier des charges dans le scénario TIFA qui est très proche de l'agriculture biologique, comme je le disais. Là où il y a souvent un malentendu complet, c'est qu'on pense que dans les pays agro-exportateurs, dont la France par exemple, mais globalement on peut parler de l'Union européenne, on a une balance calorique qui est extrêmement positive et qu'on contribue à nourrir le monde. C'est faux. Les pays, d'abord, l'Union européenne dans son ensemble est importatrice nette de calories. Pourquoi cela ? Parce que l'Union européenne, ce qu'elle produit en grande quantité, entre autres, ce sont des produits d'origine animale, soit directement de la viande ou des produits laitiers. Or, pour nourrir ces animaux d'élevage, on importe une très grande quantité de protéines végétales, notamment du soja qui provient des Amériques. Et un animal consomme évidemment plus de protéines sous forme végétale qu'il n'en produit ensuite pour la consommation humaine. Et donc, à ce titre-là, les poches de production intensive d'élevage sont en général des endroits d'importation nette de calories et non pas d'exportation. Donc ne nous trompons pas sur le fait que nous contribuerions véritablement à nourrir le monde, parce que certes nous exportons par exemple de la poudre de lait ou de la viande de porc, mais il faut derrière regarder les intrants dont on a besoin pour y parvenir. Et encore dans cette équation, je n'ai pas inclus l'énergie qui est importée sous forme d'engrais chimiques de synthèse. Quant à savoir si à échelle mondiale, l'agroécologie, l'agriculture biologique peuvent nourrir le monde, vous avez des scénarios qui n'ont pas été produits par l'IDRI, mais qui tendent à conclure que oui, c'est tout à fait possible également. Évidemment, à nouveau, ça suppose des transformations qui sont importantes. Donc on peut nourrir le monde en se conformant aux recommandations nutritionnelles. On ne peut pas nourrir le monde en espérant que chaque individu sur cette terre adopte le régime alimentaire moyen d'un occidental. Mais ce sont deux questions différentes. Est-ce qu'on peut produire assez pour nourrir sainement les individus avec une agroécologie ? La réponse est plutôt oui. Et elle est même plutôt, la plupart des études tendent plutôt à confirmer que les endroits où les gens sont en insuffisance alimentaire ou en déséquilibre alimentaire, ce n'est pas dû à une insuffisance de la production, mais à des problèmes d'accès à l'alimentation, donc à des problèmes de ressources économiques, à des problèmes d'inégale répartition de la production. Mais l'argument massu de la sécurité alimentaire au sens de la suffisance calorique, il peut être globalement écarté. Je voulais intervenir sur cette question de sécurité alimentaire, parce que notamment on voit en France par exemple, dans les Hauts-de-France chez nous, que globalement on surproduit beaucoup de choses, mais qu'on manque énormément de choses pour nourrir les gens. C'est-à-dire qu'avant de voir la sécurité mondiale, de toute manière au niveau des territoires, si du jour au lendemain on avait une situation géopolitique compliquée, et ça n'a pas l'air d'aller de mieux en mieux. En fait, même si le territoire produit énormément, il n'est pas capable de nourrir sa population parfois. Et c'est quand même assez conséquent. Et de la même manière, on parle de sécurité. Moi, quand j'entends sécurité, j'entends durabilité. Et en fait, je fais partie d'une région qui sera une des régions qui pourvoira en nourriture, certainement parce qu'on a des terres qui sont, comme je disais, fertiles. Et on aura encore la chance d'avoir une pluviométrie conséquente, là où la moitié de la France passe en aridification. En fait, cette sécurité-là, c'est la durabilité aussi de ces sols qui doivent rester fertiles. Et comme tu le disais, il faut vraiment qu'on se pose cette question-là. Il y a vraiment une question d'avenir à l'échelle du long terme qui est complètement un impensé global de nos politiques publiques, de nos systèmes agroalimentaires. Il faut arrêter de faire de la question agricole une question agricolo-agricole et vraiment en faire une question alimentaire et savoir ce qu'on met derrière ce concept d'alimentation. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement politique. Nous, on a fait notre part. Techniquement, on est capable. Politiquement, où on en est. Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à vos deux interventions rapidement. En fait, pardon. Ah oui, pardon, oui.
il faut aussi qu'on change notre régime alimentaire. C'est qu'aujourd'hui, on mange trop de produits carnés. Pour produire de la viande, il faut énormément de céréales. Et en fait, il faut déplacer notre régime alimentaire sur plus de consommation de fruits et légumes. Et en plus, c'est gagnant, puisque tous les rapports de santé nous disent qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille plus sur du fruit et légumes et sur la protéine végétale pour notre propre santé. Donc, en fait, moi, je pense que cette question-là, elle revient en permanence dans le débat. Et c'est bien que vous la posiez. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est que c'est juste une question de changer quelques variables et de manger un peu moins de viande et on s'en portera beaucoup mieux et notre santé et la santé des écosystèmes vivants. Donc, Et dernière chose peut-être agronomique, parce que c'est quand même la base de ce qu'on fait. Je ne suis pas sûre qu'avoir des territoires ultra spécialisés où on a, où on a des millions d'hectares de soja d'un côté et des vaches de l'autre, ce soit quelque chose climatiquement de très sécurisé non plus, quoi. En fait, on a intérêt à aller vers la déspécialisation des productions, et c'est en ça que les territoires ont vraiment un rôle à jouer. Les collectivités territoriales doivent se saisir de cette question aussi. Oui. Vous avez une vision très optimiste tous des choses quand même. Parce qu'effectivement, il y a des changements structurels très forts. Ce que vous disiez, Olivier, et vous reprenez le TIFA, qui est un peu, on va dire, la Bible, si on veut s'appuyer là-dessus. TIFA a quand même une hypothèse sur les régimes alimentaires qui est très, très loin de ce que l'on a aujourd'hui. C'est 50% de protéines. Voilà, donc c'est une rupture fondamentale. Donc, c'est ça. Les pertes et gaspillages, Olivier l'a mentionné tout à l'heure, on continue à accepter de perdre 30% de notre alimentation. Entre ce qui sort d'une parcelle agricole et ce qui rentre dans la bouche d'un consommateur, il y en a 30% qui est perdu, dont une énorme part est dans les ménages. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. On peut dire on va faire des engrais en récupérant, mais encore faut-il s'organiser. Mais le premier système, c'est de ne pas en perdre. On peut faire évoluer son régime alimentaire avec des fruits et légumes, mais encore faut-il qu'on fasse des fruits et légumes qui soient de saison. Je dois faire partie des plus vieux dans la salle. Quand j'étais gamin, il y avait des oranges, il y avait une orange à Noël, quoi, hein. Et aujourd'hui, on considère que c'est normal que l'on ait des fruits frais matin, midi et soir. Donc, jusqu'où on accepte, non pas de souffrir, c'est pas ça le but du jeu, de réviser en cohérence. Et je pense que la question de fond, elle n'est pas d'hier ou d'aujourd'hui, elle est quel est le futur désirable que l'on a, comment on s'organise collectivement. Et puis, il y a deux petits points qui sont quand même des points où ça coince inévitablement. Ça a été évoqué, et Aurélie l'a dit tout à l'heure, la question de logistique et d'organisation, elle est très loin d'être simple. Et puis, ça, c'est le côté, alors vous allez dire, il est déprimant. Prenons le problème dans l'autre sens. On a des marges de manœuvre dans les champs de l'innovation. Il y a un secteur dans lequel, en industrie agroalimentaire, on a complètement lâché la bride depuis très très longtemps. La fermentation est le cœur de pratiquement tout ce qu'on conserve. Le niveau d'innovation là-dessus est de zéro. Voilà. Et on a encore des ferments d'il y a un siècle. Comment on réussit à réinvestir là-dedans? L'État a mis en place un grand défi qui s'appelle Ferment du futur pour réussir à imaginer les fermentations de demain. Et ça donne des degrés de liberté sur la conservation. Parce que si vous avez que des produits frais non conservés, ça ne se passe pas bien. Voilà, donc l'immobilisme n'est pas une option. Après, le fait de dire tout marchera bien, vous inquiétez pas, c'est pas si vrai que ça. Effectivement, là, vous avez la Chine, le problème central n'est pas la Chine. Le problème, les deux zones qui, sur le plan démographique, sont les plus problématiques, c'est l'Inde, très compliqué parce que c'est une société très multiculturelle et difficile à organiser. Et puis, vous avez la boîte la plus compliquée en transition, qui est l'Afrique. Et où l'Afrique, les scénarios démographiques, ils sont à peu près, l'Afrique, c'est à peu près un tout petit peu moins qu'1 milliard d'habitants aujourd'hui. En 2100, si il y a une éducation extrêmement forte des jeunes filles, on arrive à 2 milliards, et auquel cas l'équilibre se fait facilement. Une absence d'éducation, qui est le meilleur système contraceptif qui existe quand même, une absence d'éducation arrive à 4 milliards. Et 4 milliards en 2100 en Afrique, il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Et bon, c'est le problème, pour moi, c'est le point où il faut investir. Et là, encore une fois, c'est des logiques d'organisation, d'innovation, d'éducation. Merci bien. Du vrai débat. On a une question ici. N'hésitez pas à vous présenter avant de poser la question, ça permet de savoir d'où elle vient. Merci. Alors, Emmanuel Delaroche, vous m'entendez? Donc, Emmanuel Delaroche, ça marche mieux? Voilà. J'ai travaillé à l'ASP, je suis à la retraite maintenant.
Donc du coup, c'était l'agriculture conventionnelle versus l'agriculture bio qui m'interrogeait. On documente beaucoup maintenant les bénéfices de l'agriculture biologique dans tous les domaines, en fait, environnemental, la santé, pour les agriculteurs, pour tout le monde. On documente aussi les dégâts causés par l'agriculture conventionnelle sur les mêmes sujets, environnement, santé, voilà, etc. Vous nous disiez que pour rétablir la compétitivité de l'agriculture biologique, une solution était de payer les services environnementaux pour les bénéfices apportés par l'agriculture biologique. Comment ça se fait qu'on ne dise pas plus qu'on pourrait aussi faire appliquer le principe pollueur-payeur, en définitive, et finalement faire payer davantage, plus cher, en fait, l'agriculture conventionnelle et restaurer cette compétitivité de cette façon-là? Pourquoi ça ne marche pas, en fait, concrètement? Christian Huyghe. Non, c'est pas politique. Il y a deux éléments, en fait. L'écologie punitive, c'est pas franchement le truc qui fait rêver, hein. La question, la réponse à votre question, elle a été donnée par Daniel Salmon tout à l'heure. C'est comment on arrive à rendre visibles les coûts cachés d'une activité. Et c'est très compliqué d'attribuer un impact, par exemple, sur une qualité de l'eau à l'intervention d'un agriculteur ou d'un autre. Mais aujourd'hui, on n'a pas, pour la France, d'estimation des coûts cachés. Et les coûts cachés, ce n'est pas des coûts théoriques, hein. C'est des coûts réels, mais payés par d'autres. Aujourd'hui, on a un petit problème sur la qualité de l'eau. On est obligé de nettoyer l'eau partout, laver l'eau, quoi. Et ça représente combien? Les estimations, c'est entre 50 et 94 milliards d'euros par an en France. Et le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'agriculture, c'est 87 milliards. Donc vous voyez le gap, enfin, ou le poids de ça. Alors, vous allez dire, après tout, on dit ça ne doit plus exister. En passant, vous avez quand même des entreprises qui font leur beurre avec ça, hein, et pas du beurre bio. Et donc, ça supposera en fait des formes de changement de modèle extrêmement importants. Vous pourriez imaginer que ces coûts-là, on dise l'objectif, c'est on va prendre la valeur base, 50 milliards, on le divise par 2, parce qu'on n'y arrivera pas à la mettre à zéro. Il y avait 25 milliards qu'on veut réduire. Et bien sur les 25 milliards qu'il faut réduire, on en prend 12,5 qu'on réinjecte sur l'agriculture comme étant un moyen de forcer la mise en place de telle et telle pratique vertueuse. C'est plus que la PAC, hein. Et c'est ça pour moi qu'il faut réussir à faire. Donc je ne suis pas du tout favorable à une écologie punitive, ça ne marchera jamais. Par contre, réussir à identifier avec des logiques d'aide, en identifiant ce que sont les pratiques vertueuses et en ciblant une aide de façon extrêmement forte sur telle et telle aide, sur tel et tel levier, et des approches systémiques. Il y a des éléments qui sont extrêmement structurants, qui font en sorte que le système y bascule vers une position vertueuse, et c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Mais ça suppose qu'en amont, on s'organise pour mesurer la réalité d'un coût caché. Et les coûts cachés sur l'eau, à la limite, ça va. Identifier les coûts sur la biodiversité, c'est un peu plus compliqué. Et accepter de rendre explicite ce que sont les coûts sur la santé humaine, c'est très compliqué, parce que vous arrivez à une question fatidique qui est combien vaut une vie humaine? Un peu compliqué, hein. Sur ce beau sujet, paiement pour services environnementaux ou pollueur-payeur, c'est un peu les alternatives, et sans doute qu'on peut faire une conjonction des deux. Oui, puis on commence quand même à avoir quelques retours, je trouve, à la fois des territoires qui mettent en place des PSE sur les bassins de captage et où du coup il y a des résultats extrêmement positifs. Je pense à Haute-Paris par exemple, qui réussit vraiment à montrer que convertir des agriculteurs en bio, en fait, ça permet vraiment de protéger l'eau et de protéger les gens. Pour nous, je pense que c'est un argument qui est quand même conséquent. Et puis il y a d'autres collectivités qui mettent déjà ça en place depuis très longtemps et qui ont choisi plutôt de dépolluer l'eau que d'investir dans la conversion bio et dans la facilité pour l'installation des agriculteurs bio dans les territoires. Donc franchement, et puis c'est pas étonnant parce qu'en fait les territoires sont les premiers à être impactés à la fois par les questions d'alimentation, par les questions de pollution de l'eau, par la question de la santé de leurs concitoyens. Donc je trouve qu'il y a quand même Et puis il y a des études qui commencent à sortir aussi sur le coût caché de l'alimentation. Tout ça, c'est des travaux aussi qui demanderaient à être valorisés et massifiés pour qu'on puisse de plus en plus, par des
biais différents, réussir à avoir un faisceau de preuves qui montre à quel point ça peut être positif et réussir à le quantifier pour que les gens aient envie de s'y engager. Mais ça, c'est des choses qu'on a du mal à faire. Moi, j'en suis encore dans mon territoire à avoir des gens, enfin des élus qui nous envoient un courrier quand on parle de la suppression de l'agence bio et qui nous disent je vois pas pourquoi vous voulez une agence bio qui vous mette de côté, parce qu'en fait, l'agriculture biologique et l'agriculture productive doivent être ensemble. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas productif? Enfin, voilà, donc on a encore du chemin à faire. Il va falloir du temps pour qu'on arrive à prouver réellement des choses, et on n'y arrivera pas entièrement. Je suis d'accord, sur la biodiversité, ça ne marchera jamais, c'est tellement complexe. On peut avoir des faisceaux de preuves, mais on n'aura jamais des chiffres globaux. C'est bien pour ça qu'il faut réfléchir à un moment donné au système. Et voilà. Question? Madame, dans le fond. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Vous êtes passionnés et passionnants, en tous les cas. Je suis fille d'agriculteur, petit agriculteur de Dordogne, qui faisait du raisonné raisonnable. Donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce pourquoi vous vous battez, en fait, dans vos pratiques, et je vous en remercie. Ça donne beaucoup de force pour une militante que je suis sur le terrain, écolo, bien évidemment. Et je voulais remercier justement les personnes qui ont organisé ce colloque, parce que je crois que ce qu'il y a dans notre assiette et ce par qui, en fait, de qui ça vient, c'est hyper important de protéger justement. Notamment, vous parliez d'un lycée agricole qui donne peut-être pas forcément les bonnes bases à des moments, et qu'à un moment donné, il faut aussi réformer à la base. En tous les cas, penser à la formation des jeunes. Je suis dans l'éducatif aussi, malheureusement et heureusement, en même temps. Et je suis heureuse d'entendre ces choses-là, d'entendre ce que vous dites. Et pour le monsieur qui est un petit peu pessimiste, j'ai envie de vous dire, au lieu de vous occuper déjà ou de parler de l'Afrique tout de suite, vaut mieux s'occuper d'abord de son propre territoire, de sa propre assiette. Parce que l'Afrique est beaucoup plus avancée qu'on ne le pense par rapport à nous. Pour y être allé et pour connaître un petit peu ce qui se passe en Afrique, puisque ça ne se voit pas sur mon visage, mais j'ai des origines africaines, je suis désolée, mais on n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit, et qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Et quand je dis penser à soi, c'est aussi penser notre territoire, se remettre en question, savoir se remettre en question, bien évidemment, aller à droite, à gauche, voyager, voir ce qui se passe dans les autres pays, et prendre justement... en prendre des leçons, en prendre de la graine, si je peux dire, pour pas faire de jeu de mots. Mais en tous les cas, ce qui est important, effectivement, et donc je vais vous poser à tous... J'attendais la question. Je vous fais... En fait, c'est surtout par rapport à l'action sur le terrain, et notamment les politiques et aux sénateurs, justement, engagés pour de vraies questions, justement, alimentaires. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez proposer comme amendement, faire comme proposition pour que justement que tout le monde puisse prendre conscience de la dangerosité et aussi de l'urgence véritable de cette protection-là de l'agriculture justement biologique en France, et de la prise de conscience de dire comment on fait pour travailler tous ensemble en France. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Merci. Bon, écoutez, 2 mots, je vais me permettre de répondre. Je ne suis pas vraiment un des intervenants, mais je suis là, donc je vais répondre. Effectivement, tout à l'heure, on parlait des amendements. Les amendements, on en dépose, on a plein d'idées. Ça, il n'y a pas de souci. Après, on peut dire qu'il y en a eu combien? Deux amendements qui ont été adoptés et pas les principaux dans la loi. Donc, ils sont tout le temps rejetés. On en a beaucoup d'amendements, d'ailleurs, sur la formation, parce que dans cette loi d'orientation agricole, ça a été la chasse au terme transition agroécologique. Ça a été enlevé de tous les articles, et en particulier au niveau de l'enseignement. Et pourtant, effectivement, c'est une base élémentaire, parce que sinon, on est en train de petit à petit migrer vers une amnésie générationnelle, et il y a tout un tas de jeunes qui n'ont plus aucune idée de ce qu'a pu être l'agriculture avant, cette agriculture hyper intensive et chimique. Donc voilà, les amendements, on en a. Je pense que nous, au niveau
au niveau de notre groupe, on va se faire un peu d'autopromotion, mais je pense qu'on a assuré autant que faire se peut pendant ces différentes lois d'orientation agricole. Bon, nous sommes 16 sur 348, donc on a quand même encore un peu de marge pour progresser, et ça dépend aussi des électeurs, parce qu'on reste un petit peu en démocratie. Merci. Quelqu'un veut intervenir ou on prend une autre question? Oui, là-bas. Merci. Oui, bonjour. Sylvie Collat, je suis secrétaire nationale à la Confédération paysanne. Donc je vous remercie bien sûr pour tous ces débats et l'intérêt que vous portez à cette agriculture biologique qui pour nous aussi doit être paysanne. Et quand je dis le mot paysan, paysanne, c'est bien aussi le levier de l'actif agricole. Qui va travailler les terres demain? Qui va les travailler en agriculture paysanne? Comment vous situez-vous les leviers de la robotique qu'on nous vend tous les jours aussi par rapport justement à la capacité de produire en bio dans un équilibre agronomique notamment, où on sait qu'on a des fenêtres météo climatiques compliquées avec les aléas climatiques. Moi je suis du Gers, donc on peut avoir très chaud, on peut avoir trop d'eau, on peut avoir très froid, on a tout, on a besoin d'irrigation, puis à des moments on a trop d'eau, on ne sait plus qu'en faire. Donc c'est complexe. J'ai 35 ans d'agriculture bio sur aussi des céréales, du maraîchage, de la volaille. Et pour autant, bien sûr qu'on ne lâchera rien. Mais comment on va accompagner l'installation de jeunes dans nos filières d'agriculture biologique, puisque maintenant on est la génération aussi qui partons à la retraite. Et le vieillissement de la population de paysans et paysannes et l'agrandissement des fermes, nous le voyons dans un département comme le Gers, c'est effectivement des déconversions. Des conversions parce que les terres sont cultivées par des entreprises de travaux agricoles de plus en plus. Donc, ce que je voulais vous dire, comment vous allez gérer, et vous le savez, on ne peut pas faire d'environnement sans faire du social. Et le social, c'est bien sûr l'alimentation, le pouvoir d'achat, former les consommateurs à manger mieux, bon. Et on a une étude sur les coûts, sur la santé qui est très précise, qui a été faite par Solidarité Paysans et d'autres acteurs du monde associatif, notamment les CIVAM, qui ont fait une très belle étude sur le coût, tous les ans, que représente la santé publique, les cancers liés aux pesticides, etc. On a des chiffres, il suffit juste d'inverser les choses. Mais pour le coup, là où on n'a personne, c'est personne nous dit combien on va être de paysans demain pour faire de l'agriculture biologique dans un équilibre paysan, de localisation des productions, avec malgré tout de l'élevage, parce que moi, dans le Gers, il y a des zones, s'il n'y a pas d'élevage, il y a de la friche, voilà, et on n'est pas en zone de montagne. Voilà. Donc il ne faut pas l'oublier. Et donc on n'a pas l'accompagnement montagne, qu'ont certains pour les primes PAC. Donc voilà, on a beaucoup de zones intermédiaires agricoles qui, pour le coup, trouvaient des solutions dans une économie équilibrée autour de la valorisation par un produit biologique. Donc demain, combien de paysans et comment on active ce côté social, avoir plus d'actifs agricoles, des fermes équilibrées à échelle humaine. Merci. Merci. Vaste sujet. Qui est-ce qui s'en empare? Moi, je veux bien me jeter à l'eau. En fait, ça a été dit quand même tout à l'heure, 2017, c'est la fin des aides au maintien. Et ça a quand même été un coup de poignard dans le dos parce qu'en fait, un agriculteur aujourd'hui, enfin moi je parle de ma production en grande culture, hein, on lui donne comme horizon un soutien à 5 ans avec les aides à la conversion. Et aujourd'hui, on lui dit au bout de 5 ans, c'est le marché qui va prendre le relais. Ça, c'est complètement, débile, hein, excusez-moi du mot. Et puis je dirais aussi, pour moi, l'agriculture biologique, c'est le lien. C'est vrai que c'est le lien avec le consommateur, c'est le lien avec les producteurs qui sont autour de nous et c'est trouver du sens en fait. Et ça a été dit je crois tout à l'heure aussi, c'est que 50% des agriculteurs qui veulent s'installer aujourd'hui le rêvent pour le faire en bio. Donc ça veut dire que quand on fait de la bio, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous évoquais tout à l'heure l'agronomie, c'est vraiment on commence à aller chercher ce que c'est l'agronomie et d'aller chercher toutes ces techniques-là et qu'il y a du sens. Et bien en fait, les gens viennent sur les fermes. Moi, tous les collègues dans mon GAB aujourd'hui, donc le GAB, c'est le groupement d'agriculture bio de mon département du Loiret. C'est vrai qu'on peut avoir quelques difficultés pour trouver de la main-d'œuvre saisonnière, ça devient compliqué, mais pour autant on y arrive. Je prends l'exemple, moi sur ma ferme concrètement, les personnes qui viennent travailler chez moi, en fait elles sont très heureuses parce qu'en fait elles redécouvrent le fait de travailler la terre, mais aussi parce que je leur amène du sens et je leur explique ce que je fais, quoi. Donc je pense que
Oui, il y a des difficultés, mais l'aspect social, il est très important. Et à la FNAB, c'est quelque chose qu'on regarde forcément de près, puisque l'agriculture bio embauche en gros 2 à 3 fois plus que l'agriculture conventionnelle. Moi, je prends l'exemple de ma ferme. Sur ma ferme, c'est 240 hectares. En conventionnel, il y a une personne qui bosse. Nous, on est 6 à bosser toute l'année. Et je peux vous dire qu'on ne démérite pas. Il faudrait presque qu'on soit aujourd'hui une 7e personne. Donc voilà, c'est un début de réponse que, effectivement, les politiques doivent absolument financer ce travail supplémentaire, soit par des aides, par des PSE, par voilà, de soutenir cette agriculture pour payer les gens qui sont sur notre ferme, parce que le marché ne suffira pas à rémunérer, quoi. J'avais peut-être juste intervenir sur la question de l'installation de jeunes non issus du milieu agricole. Bon, moi, je suis fille d'agriculteur, donc pas de problème. Mais on a beaucoup d'amis et de gens qu'on côtoie qui ont envie de s'installer, qui essaient de trouver du foncier. Donc, enfin voilà, c'est toutes ces questions-là dont il faut saisir collectivement. Il y a des associations qui existent. Si vous avez envie de faire des choses, c'est possible. Je voulais revenir sur le fait que on a eu quand même, juste avant le confinement, et puis un peu ensuite, des gens qui sont revenus dans les exploitations, qui ont voulu faire du maraîchage sur des petites surfaces, etc., et qui se retrouvent dans une situation compliquée parfois. C'est dommage de perdre cet élan-là de jeunes qui étaient prêts à faire un retour à la terre. Et je trouve qu'on n'est pas du tout à la hauteur, encore une fois, c'est politique, et c'est très pénible, parce qu'il y avait vraiment là la possibilité de faire des belles choses. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la manière dont les jeunes s'installent maintenant, c'est qu'ils ne reprennent pas forcément 2 hectares tout seuls. Ils montent des GAEC, ils font des collectifs, ils reprennent 150 hectares, ils arrivent à reprendre du coup des exploitations qui sont déjà en place, ils se mettent ensemble, et puis s'il y en a un qui veut partir, il peut partir, il y en a un autre qui arrive, et ça, je trouve que c'est des modèles des modèles agricoles qui font sens à la fois agronomiquement, parce qu'il y a une complémentarité et un seuil critique des différents ateliers et puis de la complémentarité aussi. Souvent, il y a de la vente directe, mais pas que. Et du coup, ça solidifie aussi les systèmes. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être inventées. Je pense que sur les petites surfaces, nous, on milite par exemple pour le crédit d'impôt au niveau de la PAC, le fait de pouvoir, voilà, quelle que soit la surface des exploitations, pouvoir avoir un montant dédié en crédit d'impôt. Et voilà, après, l'avenir sera ce qu'on en fait. Moi, j'ai très envie qu'on ne soit pas tout seul, parce qu'au final, moins les agriculteurs sont nombreux, moins ils peuvent aussi avoir du pouvoir dans les instances de représentation, etc. Et donc, on a besoin de jeunes, on a besoin de renouveau, et c'est un fait. Et voilà. Mais peut-être que c'est aussi peut-être aussi qu'il faut se poser la question au niveau de l'image qu'on véhicule, nous, quoi. Est-ce que c'est suffisamment sexy d'être agriculteur aujourd'hui, et comment on fait pour que ça fonctionne ? Bien, on va prendre une dernière question. Merci. Oui, merci. Charles Pernin du Synabio, le syndicat des transformateurs et des distributeurs bio. Donc nous, on représente les opérateurs de l'aval de la filière bio. On regroupe un peu plus de 200 entreprises qui fabriquent et distribuent des produits bio. Et moi, j'avais envie de revenir sur la question du marché, puisqu'en fait, la filière bio, le secteur traverse en ce moment une crise. Alors, il semble qu'on commence à voir le bout du tunnel, puisqu'il y a des signaux maintenant qui se confirment de reprise de la consommation, au moins en distribution spécialisée, donc dans les magasins bio. En revanche, du côté de la grande distribution, ça peine à redémarrer. Et c'est donc un impact pour toute la filière, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes de surproduction, en fait, avec des productions qui ont du mal à trouver leurs débouchés. Et la restauration collective, même s'il y a des objectifs dans la loi, n'a pas permis en fait de générer un marché pour absorber ces volumes. Donc ma question, moi, c'est comment on fait pour embarquer le consommateur et peut-être avant ça le monde de la distribution dans cet enjeu de transition. Aujourd'hui, on a 5 enseignes de distribution en France qui représentent plus de 50% du marché de la bio. Rien ne changera sans ces acteurs-là, en fait. Donc, on peut imaginer beaucoup d'amendements et de propositions législatives pour encourager le développement de la bio dans les fermes. Mais si à un moment, il n'y a pas, je ne sais pas comment dire ça, mais un contrat de filière, un engagement de l'ensemble des acteurs pour transformer le système alimentaire et donc développer l'agriculture biologique dans les assiettes, en fait, on va se retrouver périodiquement avec des phénomènes comme celui qu'on vient de connaître, de déséquilibre du marché qui vont fragiliser en fait la filière. J'ai pas de solution à ça, mais je pense que c'est le cœur de la crise qu'on vient de traverser.
Et je voudrais savoir si vous avez des réflexions sur comment on engage ces acteurs de la distribution pour pas avoir simplement une transition agricole, mais une vraie transition dans les comportements des consommateurs, dans les assiettes, parce qu'on ne peut pas développer la bio dans les champs si on ne la développe pas dans les assiettes, quoi. Voilà. Ok, merci. Christian Huyghe. Je n'ai pas la réponse à toute la question, elle est majeure. On peut juste partager une expérience. On avait cette situation-là sur le bien-être animal en élevage, où avec la certitude, c'est qu'il n'y avait pas de consentement à payer et que de toute façon, les distributeurs ne voulaient pas jouer le jeu. On a créé des démarches de type Living Lab, où on a co-conçu avec eux des démarches, une façon de rémunérer, estimer la valeur, le coût supplémentaire, estimer la valeur ajoutée et approcher le consentement à payer, et en associant depuis les agriculteurs, les abatteurs, les metteurs en marché, jusqu'à des supermarchés. Et on a aujourd'hui une grille qui est partagée par tout le monde avec une acceptabilité jusqu'au consommateur de consentement à payer. Et donc je pense que pour réussir à y arriver, sans que ce soit une garantie d'y arriver, il faut vraiment les avoir autour de la table. Je pense qu'on a tous... on est un peu bloqué par cette idée qu'il y a obligatoirement des négociations plus ou moins occultes. Voilà. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Et je pense que si on n'a pas un espace commun où on met tout le monde autour de la table, il n'y a pas d'option pour y arriver. Et je pense qu'il faut traiter avec l'ensemble de ces grands secteurs. Ils ont aussi, bon, ce n'est pas des philanthropes, hein, mais une question sur l'ancrage, une question sur leur capacité à accepter, à s'adapter à ce que sera le monde demain. On voit aussi les grands centres commerciaux qui voient baisser leur fréquentation, et ça interroge aussi. Donc, je pense que c'est pas que l'agriculture biologique et les problématiques de phyto, mais par exemple, comment on va collectivement anticiper les effets du changement climatique. Ça fait partie il faut réussir à créer des espaces communs avec l'ensemble des acteurs. Merci. Non, c'est bon. Peut-être juste une petite question du chat pour ne pas totalement désespérer du Sénat et dire un peu de positif. Il y a une question sur quels moyens législatifs pour préserver les haies en France. On a une petite réponse à apporter. On m'a dit ça dans l'oreillette et je n'y suis pour rien. C'est un sujet, vous le savez, ô combien central. Que faire on a travaillé sur ce sujet vraiment au Sénat depuis 2 années. Il faut continuer à avoir une protection. Et là, on a vu que dans la LOA, il y avait des velléités à l'article 14 de faire sauter un certain nombre de protections et vraiment de faciliter la tâche de l'agriculteur pour arracher. Donc ça, il faut bien entendu ne rien lâcher sur la protection de la haie. Mais il faut également, ça a été abordé tout à l'heure, il faut inciter. L'incitation, elle est absolument fondamentale parce que tant que les agriculteurs n'auront pas effectué leur révolution culturelle sur la haie, eh bien on continuera d'arracher. Tant qu'ils verront la haie comme un élément présentant beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, eh bien voilà, ils les arraseront. Donc là, la PPL qui a été travaillée au Sénat, et c'est sans doute une des forces du Sénat, c'est de temps à autre arriver à faire du transpartisan, essayer de co-construire quelque chose. Ça a été sur une PPL incitative qui visait donc à déjà apporter un revenu avec la haie. C'est-à-dire que la haie, aujourd'hui, eh bien, elle est arasée parce qu'elle coûte. Elle coûte à peu près 450 € par kilomètre linéaire par an en entretien. Si on veut faire un entretien correct, une gestion durable. Donc, il faut déjà que l'agriculteur, il n'ait pas une perte sèche, entre guillemets, sans parler de tous ces services environnementaux, je ne reviendrai pas là-dessus, mais lui, il estime que ça lui coûte du temps et de l'argent. Et donc, il faut déjà éponger ça. Donc, c'était l'objet donc dans cette PPL d'un crédit d'impôt qui permettait donc de payer le temps et le matériel consacré à la gestion durable de la haie. On l'avait plafonné, on avait travaillé avec Bercy à 4 500 € maximum. C'était travaillé également avec la FAC. Ce crédit d'impôt, il a été voté à l'unanimité au Sénat dans le PLF. Malheureusement, lors de l'examen en CMP, il n'a pas survécu. Donc, on va le remettre parce que c'est un élément essentiel.
Mais bon, la PPL ne marchait sur 2 pieds. Hein. Bon, déjà, on reprenait énormément d'éléments du pacte de la haie pour vraiment avoir un vrai observatoire, un plan stratégique, savoir où on va dans la haie, parce qu'on a besoin d'y voir beaucoup plus clair que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, l'agriculteur cherche avant tout quand même à produire. Et à produire soit de l'alimentation, mais également de la biomasse qui peut servir à différents usages. Et le second pied donc, de cette PPL, c'était de faire en sorte qu'il y ait un débouché intéressant pour la production de biomasse issue de la haie lorsqu'il y a une gestion durable. Parce que là, dans cette PPL, il y a une certification aussi, parce qu'on voit tant de haies aujourd'hui qui sont massacrées et qui ne jouent plus leur rôle de producteur de biomasse. Une haie qui est bien gérée, eh bien, elle produit. C'est pour ça d'ailleurs que les haies étaient tellement considérée par le passé, puisqu'elle faisait l'objet d'un tiers, la moitié des baux ruraux étaient consacrés à la haie, parce que c'était un élément vraiment central d'une exploitation agricole. Donc, avoir un exutoire pour l'agriculteur, c'est-à-dire une trajectoire d'augmentation de consommation de haies issues de la gestion durable des haies dans les collectivités territoriales, dans celles qui ont des chaufferies collectives. Avoir dans les chaufferies collectives une trajectoire pour qu'il y ait un réel débouché. À partir du moment où l'agriculteur y voit une diversification de revenus et un intérêt, c'est ça les politiques publiques. C'est de l'incitation. S'il y a un intérêt, moi je suis persuadé que si on arrive à passer ce crédit d'impôt associé à cette trajectoire d'incorporation de plaquettes de la haie, eh bien on ira dans le bon sens et les agriculteurs se regarderont la haie d'une manière très différente. Et à partir de ce moment-là, ils vont redécouvrir tous les services qui sont fondamentaux de la haie en termes de lutte contre les aléas climatiques, entre autres. Voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est un travail que nous avons effectué au Sénat. Là, ça continue. Il y a la LOA où on a réincorporé les articles de la PPL dans l'article additionnel 14. On va voir si ça passe à la CMP encore une nouvelle fois. Donc, on fait le forcing pour que ça y reste. Et puis, on compte sur nos camarades de l'Assemblée nationale, mais qui ne sont que suppléants. C'est là aussi où les forces en présence ne sont pas toujours très, très équilibrées. Mais on y croit parce que ça a été quand même travaillé d'une manière transpartisane. Et on espère qu'il va y avoir un peu de loyauté au bout. Voilà. Merci à toutes et à tous et aux intervenants. On peut les applaudir. Il y en a 2 qui sont partis. Mais voilà, non, c'était vraiment un débat hyper intéressant et qui permet de confronter un certain nombre de points de vue puis de tracer quelques pistes pour l'avenir.